En ordre dispersé, les défilés syndicaux à Paris à l'appel notamment de la CGT et de la CFDT. Plusieurs milliers de personnes dans le cortège. Marc Blondel de Force ouvrière fait cavalier seul. Sommet historique ce week-end à Bruxelles pour la naissance de l'euro. Tout à l'heure, les ministres des Finances se sont réunis avant l'arrivée demain des chefs d'État et de gouvernement. Le joli muguet du mois de mai, un brin plus cher cette année. Depuis l'aube, les vendeurs à la sauvette se sont installés un peu partout en France. En Andalousie, la pollution de l'un des plus beaux parcs d'Europe, des milliers d'hectares contaminés par des eaux acides qui se sont déversées dans un cours d'eau. Mai 68, il y a tout juste 30 ans, rétrospective de ces événements qui ont embrasé la France depuis les premiers pavés jusqu'à l'évacuation de la Sorbonne. C'est l'enquête de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. En ordre dispersé, défilés syndicaux pour la traditionnelle fête du travail. À Paris, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel notamment des syndicats CGT, CFDT, auxquels se sont joints des chômeurs. En tête de cortège, Louis Vianney, avec cette banderole pour les 35 heures, l'emploi et la solidarité. Laurent Baillet, Sébastien Vibert. 20 000, 30 000, 40 000, comme toujours les estimations varient, mais ils étaient nombreux aujourd'hui à fouler le pavé parisien, aux accents de l'international. La plupart des syndicats ont répondu présent, alors l'absence remarquée de Marc Blondel de Force ouvrière n'a pas trop entaché le caractère unitaire du cortège. Il est réellement unitaire. Il y a quand même des cavaliers seuls, on a vu. Il y a des cavaliers seuls, mais vous savez, dans ce genre de situation, ce sont toujours les absents qui ont tort. Nous pensons que Marc Blondel aurait dû être là avec la banderole FO et nous aurions été tout naturellement derrière lui. Aux côtés des syndiqués, de nombreux sans-papiers, des élèves et des enseignants de Seine-Saint-Denis et aussi des chômeurs. Ils se sentent concernés par le mot d'ordre de la manifestation « Solidarité, emploi et 35 heures ». On estime que c'est des combats complètement complémentaires. Un vrai emploi, un bon emploi, un emploi bien payé, ça nous intéresse tous, qu'on soit chômeurs ou salariés. Ce garçon n'a pas pu connaître le 1er mai 1968, mais beaucoup dans la foule avaient déjà arpenté 30 ans plus tôt le même pavé. Alors aujourd'hui, c'était aussi l'occasion de s'en souvenir. Vous étiez où le 1er mai 68 ? Dans la rue. Dans la rue, on était au défilé. Alors qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? Eh bien, on a vieilli. Quelque chose d'important pour moi à l'époque et qui peut paraître dérisoire, je me suis battue pour plein d'autres choses, mais en même temps pour une femme pouvoir porter le pantalon, et c'était 68. Et pour moi j'avais 19 ans, c'était important. On pourrait souhaiter, nous en tout cas on le souhaite, qu'il y ait demain un mai 98, parce que c'est la seule façon de faire bouger les choses et de prendre sur les profits des entreprises, de prendre sur la richesse pour satisfaire les revendications. Et puis, dans le cortège, de nombreux slogans hostiles au Front National pour que le 1er mai reste un rendez-vous et un symbole de gauche. Quant à Marc Blondel, pour la première fois depuis qu'il est à la tête de Force ouvrière, le leader syndical a fait cavalier seul, rejetant le mythe du 1er mai unitaire. Marc Blondel qui s'est recueilli sur la tombe du fondateur de Force ouvrière, Léon Jouot, au Père-Lachaise. Pour sa part, Alain Deleu, président de la CFTC, entouré d'un millier de militants, emmenait le cortège entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, dénonçant la culture du salarié jetable, à l'image d'une couronne de fleurs lancée dans la Seine, symbole des suppressions d'emplois. À l'étranger, célébration du 1er mai marquée en Asie par d'importants mouvements de protestation en réponse à la crise économique. À Séoul, plusieurs milliers de salariés venant manifester contre la montée du chômage ont été dispersés par les forces de l'ordre. Grenades lacrymogènes et coups de bâton, la police a chargé les étudiants et les travailleurs. Et puis au Japon maintenant, 100 000 personnes dans les rues de Tokyo, 2 millions de manifestants dans l'ensemble du pays. Les syndicats japonais s'en sont pris au Premier ministre dont la politique est jugée inefficace face à la crise. Des manifestations exprimant le ras-le-bol populaire face à la précarité. Retour à Paris avec le traditionnel défilé du Front National. Plusieurs milliers de manifestants venus fêter Jeanne d'Arc et le travail. Violentes attaques lancées par Jean-Marie Le Pen à l'encontre du président de la République et de sa politique de l'euro. Michael Darmon, Frédéric Faure. Il y a le musée vivant des uniformes de France. Il y a les hommes en bleu et leurs costumes d'aujourd'hui. D'un côté, la figurante Jeanne d'Arc parade en attendant les voix des lepénistes.
Et de l'autre, le numéro 2, arrivé très tôt, enchaîne les interviews comme pour tromper l'attente. Deux grands chocs politiques français, les élections législatives, les élections régionales. Entre Rivoli et Opéra, l'échantillon de la France frontiste défile. Chaque année, le cortège expose les nouvelles tendances du Front National, sans oublier les grands classiques. Exemple, ne m'appelez plus extrême droite. Le Front National, c'est la droite nationale, populaire et sociale. Et je considère que tous ceux qui emploient le mot extrême droite devraient être châtiés très sévèrement. Cet avertissement posé, on passe aux nouveautés politiques. Au lendemain des régionales, le parti d'extrême droite prétend ronger la Croix de Lorraine et l'héritage gaulliste. Cible des slogans, Jacques Chirac. Chirac, démission! Une alliance avec la droite ou pas? Tactiquement, oui. Et après? Après, on verra. Après, on se comptera. Dans cette veine, Jean-Marie Le Pen appelle à la révolte contre l'euro, la future monnaie unique, et livre à la vindicte son ennemi intime, Jacques Chirac. Non content d'avoir fait transporter la réserve d'or de la Banque de France à Francfort en Deutschland, ce que n'avait pas espéré Hitler ni consenti le maréchal Pétain après la défaite de 40, c'est Chirac qui l'a fait comme un super collabo. Mai 98 au FN, où la nouvelle offensive contre une droite affaiblie. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen a rodé son discours pour les prochaines élections européennes. Les propos tenus par le président du Front National ont suscité réaction et indignation. Je vous propose d'écouter le RPR Patrick Devedjian qui répond par l'ironie à Jean-Marie Le Pen. Je crois que Le Pen a été maudit par une sorcière. Tous les mots qui sortent de sa bouche se transforment en crapaud ou en serpent. Il est devenu le champion de la violence politique. Et ça pose un vrai problème quant au fonctionnement normal du débat démocratique dans ce pays. C'est aussi, accessoirement, un vrai défi, à mon avis insurmontable, pour les quelques-uns qui préconisent une alliance avec lui. Pourquoi, selon vous, Jean-Marie Le Pen prend essentiellement pour cible Jacques Chirac lui-même? Il s'en prend à Jacques Chirac d'abord parce qu'il a toujours été d'une grande fermeté sur le Front National, en se bornant à quelques reprises à rappeler ce que la justice avait jugé sur le Front National, à savoir que ce n'était pas un parti politique comme les autres, qui n'avait pas un fonctionnement démocratique, et d'autre part parce que le président de la République est le garant de la vie démocratique de ce pays et que sa charge symbolique est extrêmement importante et que c'est à la démocratie de notre pays que s'en prend le Front National. À Marseille, démantèlement d'un réseau de trafiquants qui met en cause les truands marseillais soupçonnés d'être proches de Francis le Belge. La brigade des stupéfiants du SRPJ de Marseille est à l'origine de ce vaste coup de filet. Reportage Jacques Cardoz, Gérard Gallian. C'est à peine croyable. L'une des personnes interpellées n'est autre que l'un des responsables du Renault Verdun d'Aix-en-Provence. Placé en garde à vue depuis hier, il est soupçonné par la police judiciaire d'être l'un des lieutenants du réseau démantelé. Les interpellations ont eu lieu hier simultanément à Brignoles, Ramatuelle et Toulon, en plein centre-ville, avenue de la Résistance. Des billets de banque, une cagoule, un 357 Magnum, des fusils à pompe ont été saisis. Parmi les 19 truands, les frères Perletto, considérés comme les successeurs de Fargette, ancienne figure influente du milieu varois. L'un des deux frères est également soupçonné d'un braquage spectaculaire à Marseille, l'attaque au bazooka d'un fourgon blindé en 90. Antoine Cossu et Jean-Claude Kella, eux, sont des anciens de la French Connection. Ils seraient à la tête de ce réseau. Ce sont des proches du célèbre parrain Francis le Belge, condamné une première fois, puis relaxé, faute de charges suffisantes, en février dernier. Selon les enquêteurs, la drogue, principalement de la cocaïne, transitait par l'Amérique du Sud et l'Espagne. Ce coup de filet a été effectué juste avant une transaction financière à Madrid, une transaction de 10 millions de francs. Cette opération est l'une des plus importantes jamais réalisées par la brigade des stupéfiants de Marseille, placée sous la responsabilité du commissaire Frédéric Vaux, qui quitte actuellement ses fonctions pour la PJ d'Ajaccio. 7 des 19 personnes interpellées devraient être transférées demain après-midi à Grasse et présentées au juge d'instruction Jean-Pierre Murciano, en charge de l'enquête. Emblème national de la fête du 1er mai, le muguet un peu partout en France, symbole depuis maintenant un demi-siècle, depuis l'instauration du 1er mai comme jour férié légal. Cette année, le bouquet était un brin plus cher. Dès l'aube, les vendeurs à la sauvette fleurissaient à Paris. Reportage Arnaud Boutet, Raymond Chaplard. 3 cartons, une table pliante, voici la panoplie du vendeur. Pourquoi vous arrivez si tôt? En fait, on vient de la région nantaise, enfin de La Roche-sur-Yon exactement.
1er mai, jour du muguet et de quelques lève-tôt qui occupent les points stratégiques de la capitale. À quelle heure êtes-vous arrivé? 1 heure. Je travaille en restauration. Donc là j'ai fini tout à l'heure, je suis allé manger et puis je vais acheter un brin de muguet pour mon ami. Comme ça je suis sûr que je suis le premier à lui offrir aujourd'hui. Un bouquet vendu de 10 à 30 francs, 10 fois le prix de départ, cela vaut la peine d'attendre. Certes, les intermédiaires sont nombreux, mais les marges restent confortables. Alors, comme chaque année, les vendeurs sont partout. Vous êtes gentil, mais j'en ai déjà acheté, je vais pas en acheter 30. C'est pas grave, vous avez bien d'autres personnes. Regardez, moi je vais vous donner les noms. Alors, il y a vos enfants, vos femmes, belle-mère. Vous aurez plus de chance. De Côte d'Ivoire, quelque chose à vous dire. Et ce matin, les étrangers voulaient aussi leur brin. Suzura. Suzura, non, muguet. Muguet. Voilà. Muguet. Ah, arigato. Alligato, thank you, dankeschön et le sourire revient. Il suffit de tendre la main. Et puis, signe du jour à Bruxelles, avec cette vente du muguet dont le prix était affiché en euros. Voilà. Bruxelles célèbre ce week-end le baptême de la monnaie unique autour des fonds baptismaux. Les ministres des Finances qui ont donné en fin de journée le coup d'envoi de ce sommet historique. Réunion au cours de laquelle ils ont recommandé officiellement 11 pays européens pour la mise en place de l'euro le 1er janvier 1999. Cette désignation officielle marque une date capitale dans l'histoire économique. Ambiance sur place, Jean-Paul Chapelle et Frédéric Delarue. Pour l'instant, ils n'ont qu'un euro de carton-pâte, mais ils symbolisent le lancement officiel de la monnaie unique. Un moment solennel à ne pas rater. Près de 3000 journalistes et techniciens sont sur place, 8 chaînes de télévision espagnoles. Et en guise de studio, la télé allemande s'est octroyé la place Schuman, en plein cœur de Bruxelles. On a 3 caméras dans le studio, on a une caméra dans le bâtiment lui-même, on a une caméra en haut là-bas. La Beauty Shot caméra, enfin nous sommes 5 caméras plus 5 équipes. Même les Japonais sont venus en nombre. Tous savent que 11 pays seront officiellement choisis, que les parités entre ces 11 monnaies seront fixées sans surprise. Pourtant, le ministre de l'économie évite soigneusement les questions des journalistes. Bonjour. Vous avez l'air nombreux, c'est curieux. C'est qu'il reste une inconnue. Trouvera-t-on une solution demain pour désigner le président de la Banque Centrale Européenne? Quand on a travaillé comme on a travaillé tous depuis 3 ans et demi, j'imagine pas un seul instant que le dernier problème qui reste ne puisse pas être résolu. Seul indice, un long aparté entre le ministre français et le Hollandais Duisenberg, candidat favori à la tête de la fameuse Banque Centrale. Et rejoignons maintenant Yannick Letranchant en direct de Bruxelles. Avant l'arrivée demain des chefs d'État et de gouvernement, revenons-en aux candidatures du président à la future Banque Centrale Européenne. Question épineuse avec en lice donc le Français Jean-Claude Trichet et le Néerlandais Wim Duisenberg. Oui, c'est vrai, Béatrice, et ne pas s'entendre sur le nom du président de la future Banque Centrale Européenne le week-end où l'euro est lancé aurait, vous imaginez, le plus mauvais effet. Alors la France maintient la candidature de Jean-Claude Trichet, mais la France pourrait accepter un compromis si c'est un bon compromis. Alors un bon compromis, c'est quoi? Sachant que le président de la Banque Centrale Européenne est nommé pour 8 ans, sachant que son mandat ne peut être officiellement coupé en 2, il faut donc trouver une solution, il faut trouver une astuce, une pirouette en quelque sorte. Alors une fois nommé, le néerlandais Wim Duisenberg pourrait annoncer son départ en 2002, c'est-à-dire lors de la mise en circulation des euros, peut-être pour des raisons d'âge, il aura à ce moment-là 65 ans. Jean-Claude Trichet pourrait ainsi lui succéder. Alors c'est ici à Bruxelles ce soir l'hypothèse la plus vraisemblable. En tout cas, faute d'accord, la France opposera son veto. Merci Yannick. 4 pays seulement de l'Union européenne ne participeront pas à la zone euro. La Grèce, parce que ses performances économiques ne sont pas suffisantes. Le Danemark, la Suède et la Grande-Bretagne par choix politique. L'exemple donc de l'Angleterre, où même si l'on reste eurosceptique dans la rue, les entreprises britanniques se préparent déjà au marché de la monnaie unique en janvier 1999. Londres, Étienne Lénart. C'est un peu comme dans Astérix, la Grande-Bretagne résiste à l'euro. Mais si un Britannique sur 2 y est officiellement opposé, le gouvernement Blair se dit lui favorable, mais attendra pour organiser le référendum promis que l'opinion publique ait abandonné sa relative frilosité. Les clients ont déjà assez de problèmes avec le changement du système métrique pour les poids et mesures, pour leur compliquer la vie avec, comment vous l'appelez déjà, l'euro? On peut garder l'effigie de la reine ou de Shakespeare sur les billets, comme ça on conserve notre identité.
De toute façon, il faudra bien qu'on y vienne un jour ou l'autre. Le paradoxe dans l'histoire, c'est que l'économie britannique, fidèle à son image de réalisme, s'adapte déjà à la nouvelle donne. Dans cette PME qui exporte des couveuses à travers l'Europe, le propriétaire ouvrira son compte en euros dès le 1er janvier. Il vendra et achètera en monnaie européenne. Pour répondre aux attentes de nos clients étrangers, nous sommes en train de rééditer nos catalogues. Ils auront les prix en livres et en euros. Et nous serons fin prêts d'ici la fin de l'année. Dans la City, on travaille d'arrache-pied, on forme les courtiers. Bref, l'euro, là encore, y est presque une réalité. C'est de toute façon une condition pour rester une place financière de premier plan. Si la Grande-Bretagne n'entrait jamais dans l'euro, ce serait bien sûr une catastrophe. Mais si nous rejoignons la monnaie unique dans 4 ans, je ne pense pas que la position de la City en sera affaiblie. Tony Blair, qui pédalait fièrement lors d'un récent sommet européen, se fera sans doute assez petit ce week-end à Bruxelles. Mais pour de très nombreux observateurs, il est acquis que la Grande-Bretagne rejoindra un jour l'euro. La seule question désormais étant de savoir quand. Il y a 5 ans, Pierre Bérégovoy se donnait la mort tout près de Nevers, la ville dont il était le député-maire. Aujourd'hui, la famille socialiste, avec Lionel Jospin en tête, fait son mea culpa, reconnaissant que le dernier chef de gouvernement de François Mitterrand n'avait pas été soutenu ou compris. Guylaine Chenu, Jacques Grégor. Un hommage et une réconciliation de la famille socialiste. Pour la première fois depuis 4 ans, Lionel Jospin, Laurent Fabius, des ministres et des anciens collaborateurs de Pierre Bérégovoy sont là, autour de sa famille. Les gens de Nevers, je crois, n'ont pas encore compris, comme moi d'ailleurs, le départ de Pierre. Ces dernières années, seuls les Fabusiens faisaient le voyage. Lionel Jospin, lui, se contentait d'envoyer un message. Aujourd'hui, Premier ministre, il vient évoquer la mémoire de Pierre Bérégovoy et l'attitude des socialistes. Pierre était un exemple de camaraderie qui fait la chaleur et la force du Parti socialiste. À lui qui ne comptait pas son soutien aux autres, cette camaraderie fut vers la fin mesurée, peut-être parce que nous ne ressentions pas assez ce que lui-même ressentait, alors que son parti se repliait en désordre. 5 ans après sa mort, c'est l'élu local que la gauche célèbre en inaugurant une déviation. Peu de mots par contre sur l'homme politique, car c'est pour ses choix économiques qu'il a été le plus critiqué par ses amis de gauche. Au chapitre politique, dans la région Rhône-Alpes, dirigée par Charles Millon, l'élection des vice-présidents de commission, 11 d'entre eux sur 13 sont du Front National. Et puis en Ile-de-France, le président socialiste Jean Peluchon a dû utiliser le 49.3 pour faire passer en force son premier budget. Venons-en à l'histoire de cet adolescent de 16 ans, petit génie de l'informatique, qui a réussi à pirater les ordinateurs de l'armée américaine en septembre dernier. Un tour de force qui pourrait lui coûter 3 ans de prison. Gilles Marinet, François Granier. À 16 ans, Johan est un virtuose, capable de pénétrer des systèmes informatiques réputés inviolables. Celui de l'US Air Force ne lui a pas opposé de résistance. Très facile, la sécurité était nulle. Et comme beaucoup d'autres machines du gouvernement, on pourrait prendre du gouvernement américain, beaucoup de machines du Pentagone, par exemple, sont très facilement pénétrables. Voici le site officiel de l'armée de l'air américaine, accessible à tous via Internet. Mais le jeune pirate a trouvé une faille lui permettant d'accéder à des informations secrètes. Pour l'Amérique, c'est de l'espionnage, pour Johan, un simple défi. Les pirates informatiques sont des gens qui sont intéressés par percer les systèmes de sécurité, comme je parle de tout ce qui est niveau informatique. Johan avait 14 ans lorsqu'il a commencé à pianoter sur un clavier d'ordinateur. En quelques mois, il est devenu un pirate accompli au grand étonnement d'un père étranger à la chose informatique. Je m'aperçois effectivement avec le recul que tout ce qu'il a pu exprimer par rapport à la sécurité informatique, aux failles qui existent sur des sites dits protégés ou sensibles, qu'il y a effectivement de très très grosses lacunes et qu'il a effectivement des compétences que je n'imaginais pas. Les avocats du jeune homme espèrent convaincre l'armée américaine de retirer sa plainte. Mais celle-ci est excédée par les incursions informatiques. Elle en a recensé 575 l'an dernier.
La chasse à la tourterelle, interdite par une directive européenne depuis 1979, avec cette année les consignes très fermes données par Dominique Voynet au préfet de la région Aquitaine. Pour la première fois, un ministre tente de faire respecter cette interdiction, ce qui n'a pas empêché les chasseurs du Médoc de participer à cette chasse. David Bazier, Frédéric Grinchec. Vite, vite, mise à jour. Je la vois pas, je la vois pas. Oh, devant. J'ai la main dessus, même la main ne peut pas. Ceux-là ont tiré, ils risquent 25 000 francs d'amende. Mais la tradition de la chasse à la tourterelle le 1er mai est trop forte, malgré la fermeté de Dominique Voynet, malgré les patrouilles incessantes des gendarmes. Ils sont passés, ils regardent. Ils regardent, le tout c'est de ne pas les provoquer. Je pense que, bon, en restant correct avec eux, ils resteront corrects avec nous. Maintenant, si vraiment ils veulent qu'on descende, on descendra. Descendre des pylônes si les gendarmes l'exigent, un minimum de diplomatie pour que la journée continue. Bel oiseau. Des tourterelles bien sûr, mais surtout le rendez-vous de toujours, entre chasseurs, entre amis, le casse-croûte du 1er mai. Melon à l'entrée, après il y a saucisses, ventrèche, entrecôte, bouteille de vin. Pendant ce temps, les tourterelles passent des fois. Les tourterelles, ils peuvent en passer. Nous, on est là, à l'abri, et on les regarde passer. Tableau de chasse d'un jour en Médoc, seulement quelques tourterelles et 3 procès-verbaux dressés par les gendarmes. Une journée calme, on répare les pylônes, car il reste encore 22 jours de chasse. Jusqu'au 10 mai se tient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles la 87e foire de Paris, avec cette année un espace consacré à l'environnement et aux innovations. Benoît Mousset, Éric Delagneau. Moi je suis un vendeur, les génies ils sont tous mochés. Remarque-moi ça. Et ça fait 87 ans que ça dure. Tous les bonimenteurs, les baratineurs et les champouineuses de France et de Navarre viennent ici présenter leurs produits. Vous essuyez, vous frottez, du bout de tissu au gadget carrément génial, il y a de quoi convaincre les plus incrédules. Exemple. Donc c'est une tente qui se monte toute seule. La vedette c'est elle, la tente pliante, elle se monte en un temps record. Voilà, elle se déplie, elle se monte en 5 secondes. Fini donc les montages fastidieux, un vrai coup de cœur. En 5 secondes. Autre astuce pour les plus fainéants, le four à micro-ondes du 21e siècle. Un micro-ondes, une carte à puce, il suffit simplement d'incorporer cette carte et le temps de cuisson est préprogrammé et l'appareil s'arrête tout seul. Déjà en vente, la carte est livrée en même temps que le plat cuisiné. Révolutionnaire également le lavabo qui descend et qui monte pour enfants et adultes. C'est tout bête mais fallait y penser. Et la table à repasser sur coussin d'air. Qu'en dites-vous, madame? La soie, c'est surtout embêtant, hein, ça fait des petits plis. Là, il n'y a plus de petits plis. D'un simple fauteuil, voici comment, en 2 temps 3 mouvements, transformer son mobilier en une œuvre d'art, enfin presque. La foire de Paris, une fourmilière géante qui crée du bon comme du moins bon. Et durant une quinzaine de jours, près d'1 million de visiteurs vont s'y presser. Le 50e anniversaire de la création d'Israël hier soir à Paris, dans les jardins du Trocadéro, en présence de Jacques Chirac et du Premier ministre. 20 000 personnes pour participer à cette célébration. Michel Jonas interprétait pour la première fois la célèbre chanson Yerushalayim, reprise en chœur par la foule. Yerushalayim qui désigne Jérusalem en hébreu. Une cérémonie en présence de nombreuses personnalités du monde des arts et de la politique. L'extrême droite allemande, quelques jours après son succès aux élections régionales de Saxe-Anhalt, réunit plusieurs milliers de militants à Leipzig. Certes, une mobilisation inférieure à ce qu'on en attendait. Affrontement entre les forces de l'ordre et les participants d'extrême droite à la fin de la manifestation. D'autres échauffourées, cette fois-ci entre la police et l'extrême gauche, décidés à s'opposer à ce rassemblement, se sont produits en début de journée. Olivier Lerner. Les nazis dehors. À Leipzig, ce refrain n'a pas été repris en chœur par tout le monde. Ceux qui ont les cheveux longs ont dansé toute la nuit sur cette mélodie, mais Leipzig s'est réveillé ce matin au son des sirènes.
celle de la police, omniprésente autour de cette grande ville de l'ex-Allemagne de l'Est, en état de siège aujourd'hui. Le crâne rasé, le pas cadencé, certains sont venus de très loin pour participer à ce rassemblement, finalement autorisé après une sévère bataille juridique. 6000 policiers pour 6000 néo-nazis, un face-à-face tendu qui a duré toute la journée. Le succès de l'extrême droite en Saxe-Anhalt, avec 16 conseillers régionaux élus dimanche dernier, leur a donné des ailes. Ils ont tous pour modèle le Troisième Reich. Nous, on n'est pas fascistes, mais on est nationalistes. Pas d'interview ici. Comment? Pas d'interview ici. Ah oui, d'accord. Elle répond aux consignes d'un petit chef très respecté dans ce milieu, un donneur d'ordre. Personne n'a le droit de parler dans ce parti d'extrême droite, créé en 1964, un parti vieillissant, quasiment inexistant dans l'ouest du pays, mais qui a trouvé son public à l'est. Des jeunes, souvent au chômage, marginaux, violents. La partie de cache-cache avec la police s'est terminée par quelques échauffourées. Nerveuse la police après plus de 5 heures d'observation. Les grands moyens ont été mis en œuvre pour rétablir le calme dans cette ville où d'ordinaire le dimanche et les jours fériés on fait du vélo. En Argentine, un tortionnaire croate recherché pour crimes de guerre et qui avait dirigé pendant la Seconde Guerre mondiale un camp de concentration connu sous le nom d'Auschwitz des Balkans. Il a été arrêté. Dinko Sakic vivait sans se cacher depuis la fin de la guerre en Argentine. Mais une émission de télévision diffusée il y a quelques semaines a révélé son passé. La Croatie a demandé son extradition. Jérôme Bonny. Une interview de trop pour Dinko Sakic. À la télévision argentine, il fait un aveu qui va conduire à son arrestation. Il était directeur, pendant la Seconde Guerre mondiale, du camp de Jasenovac, surnommé le Auschwitz des Balkans. 500 000 personnes y périrent, selon le centre Simon Wiesenthal, qui traque les anciens nazis. Les victimes étaient des civils, serbes, juifs, tziganes, et tous opposants à la dictature de celui qu'on appelait le Hitler croate, Ante Pavelić. C'est ici qu'une survivante, Anna Simunic, a vu le responsable du camp tuer lui-même un prisonnier accusé de vol de nourriture. Après un demi-siècle d'impunité, l'histoire a rattrapé Sakic dans une station balnéaire argentine. Dans la même interview, il affirmait avoir rencontré en 1994 le président croate Franjo Tuđman, celui-là même qui vient d'obtenir son extradition. L'ex-premier ministre rwandais accusé de génocide a été déclaré coupable ce matin par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Jean Kabanda a lui-même plaidé coupable après avoir, semble-t-il, passé un accord avec le procureur. Il dirigeait le gouvernement intérimaire du 8 avril au 17 juillet 1994 pendant le génocide des Tutsis. En Espagne, le parc de Doñana, touché par une véritable catastrophe écologique. Des eaux acides ont contaminé plusieurs milliers d'hectares de cultures. Cette pollution a été provoquée par la rupture accidentelle d'un réservoir de décantation d'une mine de pyrite, un produit industriel qui sert à la fabrication de l'acide sulfurique. Anne Pancinet, Frédéric Bonnet. C'est une mine de pyrite, envahie de poussière et d'énormes camions. Et comme toutes les installations industrielles, elle dispose d'un bassin de décantation, l'endroit où les eaux polluées se déchargent des métaux lourds. Tout ça, c'était de l'eau. Et c'est parti dans la... Elle est partie là-bas. Mais dimanche, par cette énorme brèche, le bassin s'est vidé à 3 h du matin. Et dans la vallée du Rio Guadiamar, tout a changé. Les arbustes sont noirs jusqu'à mi-hauteur. La boue a largement débordé du lit de la rivière. Le mal est passé, ici, on ne peut plus que le mesurer. On va regarder le pH, la concentration en acide. José et son frère sont agriculteurs. Chaque hiver, les débordements du Rio fertilisent leurs terres. Mais cette année, c'est la catastrophe. La moitié des 150 hectares, les meilleurs, sont noircis. Et nul ne sait jusqu'à quel point la terre est contaminée. En voilà une bonne et en voilà une contaminée. Dans les années 82-83, mon père avait déjà protesté contre la mine. De temps en temps, petit à petit, ils lâchaient de l'eau de leur bassin en profitant des crues du Rio, pour que ça ne se voit pas. Sur son passage, la vague de boue a tué des tonnes de poissons. Il risque maintenant de rendre malades les oiseaux de la réserve naturelle de Doñana, que l'on veut protéger à tout prix.
Ça fait 2 jours et 2 nuits qu'on travaille sans arrêt. On construit une digue pour canaliser l'eau provenant de la mine afin qu'elle n'entre pas dans le parc national. L'essentiel du déluge n'a donc pas franchi les limites de ce petit paradis. Mais en amont, les métaux lourds se sont déposés sur le lit de la rivière. Saura-t-on filtrer l'eau qui entre dans le parc jusqu'à ce qu'ils aient totalement disparu? Et puis cette étude, 12 ans après la catastrophe de Tchernobyl, qui met en évidence une forte concentration radioactive dans les Alpes françaises, suisses, autrichiennes et italiennes, étude réalisée par la CRIRAD. Je vous propose maintenant, à l'occasion des 30 ans de mai 68, cette rétrospective des événements dans leur globalité du vendredi 3 mai, date des premières échauffourées à l'évacuation de la Sorbonne et du Panthéon à la mi-juin. L'agitation en milieu universitaire, vous le savez, avait commencé en mars à Nanterre, mais c'est réellement le 3 mai que démarre le mouvement. Très rapidement, il s'étendra au monde ouvrier. C'est notre enquête de ce soir, Daniel Wolfram. C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre. Tous au meeting international du 9 organisé par la... Peu avant, à l'intérieur de la Sorbonne, un certain Cohn-Bendit et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté. Craignant des incidents, le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée. Fasciste et réactionnaire. Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. Lundi 6 mai, Daniel Cohn-Bendit et 7 étudiants passent en conseil de discipline. Un quart d'heure plus tard, la police tente de disperser une manifestation de solidarité, en vain. Initiée le 22 mars à Nanterre, la crise universitaire tourne à l'émeute. Je m'excuse de vous prendre la partie. Si vous aviez un garçon de 25 ans qui était allé à l'école de 15 à 25 ans, qui vous... Les négociateurs vont tenter de calmer le jeu, mais le gouvernement refuse de réouvrir la Sorbonne et les étudiants restent mobilisés. Et nous vous demandons de faire des lignes jusqu'au fond pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. C'est tout. Vendredi 10 mai, tout est prêt pour un nouvel affrontement. Au soir commence la première nuit des barricades. 2 h du matin, 6000 policiers reçoivent l'ordre d'attaquer. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'aube, des centaines de blessés de part et d'autre, près de 500 interpellations et la désolation au cœur de la capitale. Le Premier ministre Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, fait alors des concessions. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement ouverte à partir de lundi. Mais la révolte déborde du cadre étudiant. Les syndicats ouvriers prennent le relais. Lundi 13, image insolite, Georges Chegui presque au coude à coude avec Daniel Cohn-Bendit. Derrière, 300 000 manifestants, le plus gros défilé depuis la libération. Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lutte. La Sorbonne est réoccupée par les étudiants pendant 3 semaines au cœur de Paris. Elle sera l'emblème de la Commune de mai. Mardi 14 mai, les 2000 ouvriers de Sud Aviation près de Nantes votent une grève illimitée et occupent les locaux. Au même moment, de leur côté, les métallurgistes de Renault-Cléon près de Rouen débrayent. Mais j'estime quand même qu'à 63 ans, je pourrais un peu me reposer et profiter un peu de la... Avancement de l'âge à la retraite, amélioration, réduction des cadences. En 2 jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 1936. Pour couronner le tout, l'Odéon est envahi par la foule. Pendant 1 mois, le théâtre se transforme en spectacle permanent. Quelles sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui acceptent de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion? L'histoire s'accélère. 3, 6, 10 millions de grévistes le 20 mai. Le pays est paralysé. Une décision du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, va de nouveau mobiliser une partie de la jeunesse.
L'expulsion vers l'Allemagne de Daniel Cohn-Bendit en pleine crise sociale déclenche le 24 mai la deuxième nuit des barricades. Ces images mêlées au projet avorté de référendum proposé par le général de Gaulle paraissent sonner le glas du régime. Mais c'est un trompe-l'œil. Certes, on relève 2 morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon, mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées, ces arbres coupés vont retourner cette fois la France profonde contre les étudiants. Le lendemain, toutefois, l'homme du jour, celui vers lequel la gauche non communiste et une partie de la jeunesse paraît se tourner, c'est lui, Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil. Mais après le meeting de Charletti, Mendès, la figure de proue du PSU, refuse l'aventure politique. Croyant alors son heure arrivée, François Mitterrand, lui, se jette à l'eau. Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. C'est dans cette atmosphère trouble que De Gaulle disparaît quelques heures le 29 mai à Baden-Baden. Saisi par le vide politique, la France conservatrice va le soutenir massivement. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. 500 000 manifestants sur les Champs-Élysées, après ce succès gaulliste et les accords de Grenelle qui prévoient d'importantes hausses de salaire, les travailleurs vont accepter la reprise. Le mouvement va s'effilocher pendant tout le mois de juin, malgré la mort de 2 métallos à Sochaux et celle d'un lycéen à Flins. Vendredi 14 juin, la messe est dite, l'Odéon est évacué dans l'indifférence générale. 2 semaines plus tard, les élections législatives consacreront le raz-de-marée gaulliste et une défaite humiliante pour la gauche. Épilogue douloureux pour ceux qui croyaient alors que la vie allait immédiatement changer. Ils ne pouvaient pas se douter que leurs idées allaient faire leur chemin dans la société tout entière. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. En ordre dispersé, les défilés syndicaux. À Paris, à l'appel notamment de la CGT, de la CFDT, plusieurs milliers de personnes dans le cortège. Marc Blondel de Force ouvrière fait cavalier seul. Sommet historique ce week-end à Bruxelles pour la naissance de l'euro. Tout à l'heure, les ministres des Finances se sont réunis avant l'arrivée demain des chefs d'État et de gouvernement. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, 2 séries policières, PJ suivies de dossiers disparus. Demain, dans Thé ou Café, à 7h, Catherine Sellac recevra la comédienne Christine Boisson. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.